Hello tout le monde, bienvenue dans le Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Frédéric Roginska, je suis distillateur, consultant et éditeur de distinus.fr. Abonnez-vous, voilà, j'ai rien oublié. Et toi, tu es? Et moi, c'est Ludo, exorciste de marque chez Studio Black Sounds. Et j'ai publié sur toute l'année 2023 deux e-books format PDF de pas mal de pages qui décryptent l'ensemble de la filière boissons et spiritueux et bière. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur blacksoundsdesign.com, mon site web. Et voilà, c'est directement shoppable via Stripe. Et on a également les Bottlefield de session sur bottlefield.fr si vous voulez deux cerveaux pour le prix d'un sur 2 heures de temps passé ensemble pour Pour débloquer débloquer votre vos... situation, quelle qu'elle soit, sur vos problèmes de branding, de stratégie, de création de distillerie, de création de marque. On est là pour vous aider si vous avez le moindre souci. Donc voilà. Voilà, donc ça nous fait distinus.fr, blacksounddesign.com et Ouais. bottlefield.fr. Bon, on met tout en description. Tout en description et section call to action terminée. Place en contenu aujourd'hui pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a, Fred? Alors, dans la continuité de l'épisode sur la digitalisation qu'on avait fait il y a quelques semaines maintenant, je te propose, là j'ai reçu en fait des questions d'une étudiante qui fait un mémoire encore un peu sur le sujet, l'ESPI, le digital et tout. Ok. Et en fait, mais avec un focus là beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, tiens, c'est un bon prétexte pour brainstormer ensemble sur ces sujets, d'autant plus qu'actuellement, c'est récurrent dans l'actualité, les réseaux sociaux et les spiritueux, comment faire tout ça. Donc voilà, je te propose, c'est qu'on check un Donc peu. session Q&A pour Voilà, et aujourd'hui et puis peut-être plusieurs épisodes d'ailleurs parce que en fonction du flow, ça pourra peut-être prendre 2 ou 3 épisodes. On verra. Vous voilà, verrez ça. exactement. Le mieux, c'est qu'on attaque et puis on verra bien. Yes, c'est parti. Voilà, donc première thématique, c'est plus autour de la compréhension et sur les interactions des consommateurs via les réseaux sociaux. Et la toute première question, hop, qu'est-ce qu'elle est? Hop, je vous la retrouve. C'est en quoi les réseaux sociaux ont-ils changé la façon dont les consommateurs interagissent avec les vins et spiritueux? Donc je pense que ça fait vraiment la transition avec le sujet qu'on avait eu avant. Ouais. Donc on vous invite déjà à la réécouter ce podcast si ça vous parle plus ou pas, parce qu'on avait déjà bien balayé le fait voilà, qu'il y ait de la communication digitale, que ce soit arrivé là ces 15 dernières années et comment ça a pu chambouler un peu le game des vins et spiritueux. Et là, les réseaux sociaux. Voilà, donc là, je pense qu'il y a une dimension beaucoup plus sur déjà réseaux sociaux et le côté interaction. Voilà. Donc, Ouais. je sais que moi, dans l'épisode précédent, c'est ce que j'avais mis en avant, c'est que la digitalisation faisait que maintenant, en fait, tu passes d'une communication top bottom, je crois, c'est comme ça qu'on dit quand on fait des études en communication et tout. Bottom up. Non, bottom up, c'est dans l'autre sens. Bref. Top to bottom, voilà, du haut vers le bas, où tu es une marque, tu balances ton message à tes consos, tes prospects et tout. Et là, on passe à quelque chose de plus one-to-one, où finalement, tu publies quelque chose sur tes réseaux sociaux, des gens peuvent te répondre, commenter. Et finalement, c'est un peu ça l'essence de cette question, je pense. En quoi Oui, et puis les le réseaux fait sociaux... que les réseaux sociaux, ça a mis le grand public en tant que communauté et en tant que fervent défenseur ou hater de la marque. Donc maintenant, tout va plus vite et il s'agit plus juste de payer, je sais pas, des pages dans un magazine publicitaire, ce qui se faisait il y a quelques années encore, et peut-être même toujours, mais en tout cas, c'était l'unique manière de communiquer à l'époque quand on était une marque. On se payait des encarts pubs dans des magazines, dans des choses connues. Et là, aujourd'hui, on a les ads, on a les Facebook ads, on est sur Internet, on est sur les réseaux sociaux. Et du coup, le social proof, donc la preuve sociale que ta marque est bonne, est qualitative, est authentique, fonctionne, c'est très important. Et du coup, l'ultime but aujourd'hui en tant que marque, c'est de créer une communauté, d'avoir sa communauté. Et on peut plus se tromper, on peut plus faire marche arrière. On est très vite banni dès qu'on fait une action qui plaît pas à telle ou telle personne. En ce moment, on parle de quoi cette tendance là du comment ça s'appelle
Tu sais que dès qu'il y a la moindre La cancel culture. La cancel culture, voilà. Dès qu'il y a le moindre chose qui va de travers, hop, on te boycotte. Donc les gens ont la parole. Le peuple a la parole sur les réseaux sociaux et c'est vraiment compliqué du coup d'arriver à fidéliser des gens et ça change un peu le game. Et du coup, j'ai l'impression que aujourd'hui, il faut plaire au public et il faut être très à cheval sur son contenu. Et on parle plus seulement de B2B, on parle de B2C. Et pour moi, même, il y a une tendance à une communication qui quasi devient unilatérale. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment. Tu me diras si tu penses pas pareil, mais pour moi, entre le B2C et le B2B, j'ai l'impression que au final, on communique envers des êtres humains qui ont des émotions, qui sont pas des robots. Et j'ai l'impression qu'il y a plus trop de dissociation entre ces deux types de communication. C'est pas parce qu'on communique que envers des distributeurs, des acheteurs et du B2B qu'on doit être pompeux, qu'on doit être un peu ennuyeux sur la manière dont on communique, qu'on n'a pas le droit de se marrer, qu'on n'a pas le droit de, tu vois, comme si on était avec du B2C. Et du coup, je trouve que toute cette vibe des réseaux sociaux nous font peut-être avancer vers cette simplification ou vers cette authenticité ou cette manière de communiquer de manière peut-être d'une seule manière, en fait, tu vois. Alors après, il faut toujours un peu calibrer son wording et son message de marque en fonction de à qui on parle, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu plus là-dessus. Alors moi, je dirais que c'est qu'en fait, là, tu es parti sur l'idée du B2B et tout. C'est que finalement, quel que soit ton client, c'est potentiellement aussi un consommateur derrière. Donc je pense que c'est peut-être là que la frontière se fait pas. Après, qu'il n'y ait pas de frontière finalement. Après, si je devais recadrer la question, c'est que finalement, donc à la base, en quoi les réseaux sociaux ont-ils changé la façon dont les consommateurs interagissent avec les vins et spiritueux? Pour moi, c'est surtout qu'avant, ils ne pouvaient pas interagir, tu vois. Donc, comme tu le disais, des prospectus, des pubs et tout, il n'y avait pas d'interaction. Maintenant, il y a des trucs de commentaires. On peut interagir avec des emojis. Donc déjà, si je recadrais le truc, c'est qu'on peut interagir maintenant. Donc c'est déjà le principal truc à noter. Et on peut avoir des statistiques très précises aussi. Toutes les régies publicitaires nous fournissent ça, hein, Facebook, Instagram, Pinterest. Tout le monde fournit des analyses. Donc si on veut être pointilleux et passer du temps très chronophage à ça, on peut savoir vraiment quel post marche mieux, pourquoi, etc. On peut aller voir les commentaires, je sais pas, sur Amazon. Je pense que tu anticipes la question suivante. D'accord, ok, pardon. Mais parce que là, pour moi, la question, tu vois, si on la reprend vraiment, elle est plus vraiment centrée sur les consommateurs. Qu'est-ce que ça change pour eux, plus que pour les marques? Donc, premier truc, c'est que tout simplement, ils peuvent réagir. Ils peuvent donner leur avis. Ils sont plus juste spectateurs. Ils peuvent être cédés. Il n'y avait pas un truc comme ça, les consommateurs, un truc comme ça. Et plus des consommateurs, c'est des consommateurs. Voilà les belles phrases de communication. Donc voilà, je dirais que c'est principalement ça qui change. Et du coup, ils font un petit peu les marques de demain, mine de rien. Oui. Et voilà, du coup, ils ont une influence. Mais en fait, c'est que tout s'influence. Je sais pas, c'est un peu alambiqué là, toute cette réflexion, mais c'est que je sais pas. Moi, je dirais il y a le côté interaction, le côté réaction. Oh là là, je m'embrouille. Elle est complexe cette question, hein. Ouais, j'avoue que vous l'avez bien compris, on est dans un épisode un peu brainstorming et questions-réponses, donc on n'aura pas forcément des réponses à tout et ultra précises, etc. Il y aura peut-être certains insights qui vont être intéressants,
peut-être que vous en auriez d'autres et vous pouvez nous les soumettre en description aussi du podcast. On va peut-être passer à la deuxième question, mais en tout cas, bon, on a bien compris l'enjeu de la digitalisation et le fait que les habitudes de consommation ont changé et que les consommateurs sont plus demandeurs, sont plus curieux, sont plus friands, réagissent et parfois très durement et très rapidement. Donc, on a moins le droit à l'erreur et on est valorisé quand on est le plus authentique possible. Donc, les discours marketing bullshit commencent à être un petit peu plus difficiles à gober. Ouais. Et des fois, rien qu'au lieu de faire une belle pub léchée qui va vous coûter 5 000 balles ou 10 000 balles, juste avoir le fondateur de la marque qui se prend en FaceTime et qui poste ça à l'arrache en story sur Instagram, ça marchera d'autant plus si vous voulez quelque chose de percutant et de droit au but et qui convertisse sur des ventes. Donc des fois, les codes d'avant où tout doit être parfait, ne sont plus forcément ceux d'aujourd'hui. Donc voilà. Après, moi, j'ai plus rien à dire sur la question. Je pense qu'on a compris. Bon, je dirais qu'en gros, en définitive, c'est simplement que les gens peuvent réagir. Voilà, donc c'est ça. Merci pour cette belle question. Mais ce qui nous amène peut-être à ce que tu avais un peu anticipé derrière, c'est comment les réseaux sociaux peuvent-ils aider les marques de vins et spiritueux à mieux comprendre leurs clients et à adapter leur stratégie marketing en conséquence. Donc, c'est ce qu'on a de manière très laborieuse introduit finalement jusque-là, c'est que les gens peuvent réagir. Donc, on se retrouve avec un paquet d'insights, parce que forcément, si tu communiques et que tu n'as aucune interaction, c'est potentiellement que quelque chose ne va pas. Si tu as beaucoup d'interactions, c'est potentiellement il y a quelque chose à interpréter aussi, en bien ou en pas bien. Et après, tu peux aller creuser d'un point de vue évidemment purement quali. Toi, tu introduisais le fait que finalement, avec toutes ces plateformes, ce qui change aussi, c'est qu'on a de la data en fait. Évidemment que les plateformes ont de la data sur nous, mais elles nous offrent aussi de la data sur nos clients potentiels ou nos fans, voilà, qui sont potentiellement exploitables, ne serait-ce que sur de la démographie, de l'âge, d'où ils viennent, quelle ville. Et il y a un switch qui s'est opéré, c'est-à-dire que les marques maintenant, elles sont productrices de contenu pour fédérer, pour capter la rétention, l'engagement, pour créer des likes et pour qu'on les suive, pour être fidélisés. Donc c'est vrai que il y a peut-être 5 ou 10 ans, les entreprises, une marque lambda de vin ou de spiritueux ne comprenaient pas forcément pourquoi elle devait avoir un blog et parler de tel ou tel produit ou de telle ou telle habitude de consommation sur son blog, en quoi ça pourrait drainer des ventes, etc. Et tu vois, quand j'avais interviewé Meriadec de Aesop, il m'avait clairement dit que la page la plus regardée de son site internet, c'était sur les bienfaits de la quinine. Ouais. Et du coup, on peut se dire, bon, ok, les pages les plus regardées de notre site web, c'est pas forcément la page d'accueil. Ça, c'est pas vrai parce que Google va indexer des choses. Via les réseaux sociaux, on va pouvoir linker en story sur telle ou telle page. Et effectivement, les gens, ils s'intéressent à des bienfaits, ils s'intéressent en fonction de leurs craintes, de leurs peurs, de leurs désirs, de leurs émotions. Donc, tout est drivé par ça. Donc c'est intéressant en fait d'avoir de la data et il y a aussi tous ces réseaux sociaux, notamment Instagram, qui nous permettent d'utiliser des stickers, les stickers sondages, les stickers questions, les stickers obtenir un devis, etc. Enfin, en gros, tous ces stickers-là que vous pouvez utiliser régulièrement et qui sont favorisés par l'algorithme si vous les utilisez tous, au final, c'est intéressant. Et des fois, vous pouvez créer de nouvelles choses, de nouveaux produits en fonction de ces retours consommateurs. Donc ouais, c'est très important. Notamment les questions sondages et tout. Les gens sont très friands de donner leur avis. Ça, de toute façon, vous l'aurez remarqué sur les commentaires YouTube, sur tout ça. C'est dès qu'on peut donner son avis, et surtout quand on n'est pas content, ça fonctionne bien. Mais essayez peut-être plus, un petit tips pour vous. Essayez cette semaine de balancer une story avec le sticker sondage et de voir si, au final, est-ce que vous l'avez déjà fait, au moins une fois? Est-ce que les gens répondent?
Et en fonction de ça, est-ce que vous pourriez pas, je sais pas, par exemple, vous dire: «OK, bah, le mardi, ça va être, la section, sondage, sur ma Mmh. page Insta, le mercredi, ça sera autre chose», et cetera, et puis essayer de driver un peu d'attention, heu, pour avoir des réactions et mieux comprendre et mieux adapter, votre stratégie marketing en fonction, pour répondre à un besoin, hein, spécifique. Donc Mmh. peut-être essayer ça. Ça répond un petit peu à la question, sûrement pas que Non, partiellement, mais mais carrément, en fait, c'est que je vois 2 angles. C'est que d'une part, tu collectes de la donnée, donc tu peux analyser cette donnée et ça t'aide à bah, tu as des insights tout simplement qui t'aident à aller dans un sens ou un autre, à privilégier peut-être un type de contenu plutôt qu'un autre, qui forcément se reflète peut-être dans ce que tu produis derrière. Et de l'autre côté, il y a le côté que c'est que les réseaux sociaux t'offrent des outils au-delà de cette data, ils t'offrent aussi des outils pour interagir directement. C'est plus juste, t'as un encart avec ton statut et tu poses une question, un call to action à la fin. T'as carrément des outils sondage, des outils j'aime pas, des outils pour dire aux gens tu préfères ça ou ça. mmh. Euh, et forcément, bah, si c'est utilisé à bon escient, de manière maligne, tu peux évidemment tirer plein de choses pour adapter euh, ta stratégie en conséquence. Et là, on Si parle je, aussi si de je... stratégie marketing, donc ça veut dire que le Ouais. but, au final, c'est de vendre. Là, on est bien d'accord là-dessus. On Mm. a un business, pour qu'il soit pérenne, faut vendre notre produit. Pour vendre notre produit, on a des leviers marketing et du coup, pour ça, bah, faut bien saisir les besoins des consommateurs. Mais il y a le pendant où, au final, à force de faire plaisir aux algorithmes, on finit par faire plaisir à des lignes de code plus qu'à des gens. Mm. Et en plus de ça, c'est chronophage. Donc c'est vrai que le pendant de la data, de tout ça, c'est au final de passer aussi un peu trop de temps dans les micro détails et un peu moins sur son process ou sur son produit, donc voilà. Donc mais bon, mine de rien, je pense que le mieux, c'est quand même d'écouter les gens et les remarques qu'ils ont à faire, et il faut bien se dire que peu importe si on est un génie ou pas dans son domaine et dans la manière dont on produit son spi ou son vin, vous faites pas forcément un produit pour vous-même et vous êtes là Ouais. pour répondre à un besoin, client, si vous voulez Mm. que votre entreprise soit pérenne. Donc c'est pas juste, «Ah, c'est mon produit, c'est le meilleur, je pense qu'à moi, je fais ce qui me plaît», en tout cas, c'est pas comme ça que moi je vois le truc et c'est pas comme ça que je conseille mes clients de procéder. Faut écouter les gens. S'ils sont pas contents, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être, pivoter et inversement, bah, Mm. c'est génial pour vous, si c'est l'inverse. Bah, Donc ça voilà. introduit parfaitement la question suivante, qui est OK. vraiment dans la continuité. C'est vraiment bien foutu tout ça. Oh là là. C'est comment les marques justement de vins et spiritueux peuvent-elles utiliser les données des réseaux sociaux pour mieux cibler leurs campagnes publicitaires et mieux comprendre les tendances du marché. Ouais, alors il y a Euh, 2 questions, parce qu'entre cibler les campagnes pub et mieux comprendre les tendances du marché, pour moi, c'est quand même 2 choses, oui, vraiment distinctes. C'est, ça serait pas Euh, la même question pour moi, donc il faut peut-être choisir l'une ou l'autre pour le coup. bah, on va commencer par le ciblage des campagnes publicitaires. Ouais, Bah déjà, tout simplement, le fait d'avoir de la data, des données, de savoir qui est l'audience ou pas, de facto, on peut soit cibler davantage cette population, ou on peut aussi avoir le parti pris d'aller justement cibler en pub des gens qui ne sont pas dans... On ne touche pas encore aujourd'hui, visiblement. Euh, bah, pour moi, c'est plus logique de faire ça comme ça parce que au fond, une marque, si elle est bien, mise en place, si elle est bien créée, vous savez quelle est votre audience à la base. C'est mm, pas un produit mass market pour tout le monde et après on affine au fur et à mesure, quoique la plupart des startups fonctionnent souvent comme ça et ne savent pas qu'elles doivent d'abord commencer par une niche pour ensuite s'écarter vers d'autres si jamais ça marche, avoir une architecture de marque un peu plus complète. Mais avant toute chose, il faut commencer avec une niche assez resserrée. Donc pour moi, le ciblage pourrait permettre d'aller cibler soit cette niche déjà resserrée que vous connaissez déjà, mm, soit de se dire: «Ah tiens, il y a telle ou telle personne qui a liké, qui a acheté ce produit, je m'y attendais pas,
Du coup, bah, peut-être que je vais faire une landing page, Ah donc oui. une page d'atterrissage, spécifique avec ce produit-là pour tel type de client et là, ça peut être intéressant de drainer tous ces gens-là vers une page spécifique. Mais souvent, ce qui était conseillé, bah, dans mes années de communication, sur les ads, parce que c'est Mmh. très complexe, hein, les analytics, les ads, Google Ads et compagnie. Mais ce qui est souvent recommandé, c'est de cibler une catégorie et de l'amener sur une page spécifique pour faire une action spécifique. Donc souvent, la plupart des gens ne le savent pas et ils vont faire une pub avec deux trois mots-clés qui va rediriger directement sur la page d'accueil du site web en se disant, bon, bah, c'est la page d'accueil, donc c'est la page d'ouverture et les gens, ils vont bien arriver à faire ce qu'ils veulent, à faire leur vie. Sauf que les gens, ils ont pas que ça à foutre. Ils ont du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est du temps à Oui, faire des hobbies, à passer à autre chose. respectez le temps des gens, s'il vous plaît. Ouais, et voilà. Enfin, si tu as des enfants, bah, tu joues avec tes enfants. Enfin, tu as plein de choses à faire dans la vie. Donc, rediriger des gens sur une page d'accueil en espérant qu'ils vont passer 10-15 minutes à tout lire, non, ça n'existe plus. Donc, rediriger vers la page qu'il faut, vers la page qui convertit et vers une page produit qui peut être nuancée et assez complète, Mmh. mais qui est là pour driver une action finale. Donc, si l'action c'est de vendre, effectivement, euh, faites cliquer sur une page de vente. Si l'action c'est de faire juste connaître la marque, et ben peut-être l'emmener sur un processus, sur du storytelling sur votre marque, etc. Donc voilà, j'avais un autre truc aussi en tête, mais je crois que je m'en souviens plus. On parlait de ciblage. J'ai entendu Ouais. Google Performance Max dans pas mal de podcasts marketing. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'aura utilisé, mais ça a l'air d'être un truc qui marche plutôt bien en ce moment. Je sais pas du tout ce que c'est, tiens, je t'avoue. Ouais, ça doit être une option dans les ads Google. Et, Mmh. euh, et voilà, donc comment cibler, ouais, comment les marques de vin et spiritueux Au peuvent-elles final, utiliser les données pour mieux finalement, cibler. la réponse est un peu dans la question, c'est que justement, les données te permettent de mieux cibler. Mm. Euh, enfin, ouais, si tu cibles telle ou telle catégorie et que tes datas te disent que tu en touches une autre, bah peut-être qu'il faut revoir ton ciblage en conséquence. Peut-être creuser, peut-être aller à contrario, je ne sais pas. Mais peut-être que, mettons, tiens, on avait fait un épisode sur Mom Water. Mm. Si tu réalises que t'as sur ton compte Mom Water, en fait, il n'y a que des gars. Tu vois. J'avoue. Bah écoute, c'est évidemment très précieux pour aller cibler, peut-être réaliser qu'en fait, ton marché, il est ailleurs. Mm. Et peut-être creuser cette piste davantage, ou alors aller justement rattraper ce déficit en allant mieux cibler, mieux avoir un message plus adapté, des landing pages mieux adaptés pour la cible que tu cherches à la base. Après, je nuancerais peut-être le truc, c'est aussi de se dire que il faut aussi, je pense, bien comprendre que les réseaux sociaux, finalement, ça n'est pas non plus une représentation fidèle Mm. de toute ta cible, tu vois. Finalement, ça ne représente que les gens qui traînent sur ces réseaux sociaux. Quand bien même les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie de tout le monde, ça ne veut pas dire que tu touches forcément tout le monde. Euh, donc ça peut aussi être l'occasion de se poser la question, finalement, est-ce que ma cible est sur les réseaux sociaux Euh, et peut-être adapter aussi là-dessus, ou justement, là, c'est peut-être pour introduire la deuxième partie de la question sur comment ça te permet de mieux comprendre les tendances. C'est qu'évidemment, avec le feedback, la boucle de feedback que tu obtiens, tu vas pouvoir mieux comprendre que telle ou telle chose plaît, ou qu'il y a peut-être une tendance de fond qui arrive, ou des signaux faibles qui sont là, ou quoi. Mais je pense qu'il faut aussi pas s'enfermer et se dire que la vérité est là, quoi. Mm. Et puis des insights, tu peux les mettre en place aussi en amont et complémentaires aux réseaux sociaux, par exemple les newsletters ou les mailing lists. Moi, un exemple typique qui m'a fait un petit peu peut-être pivoter dans ma tête, je parlais en tout début de mon call to action sur les PDF que j'ai écrits pour décrypter la filière boisson en 2023. Au final, j'ai mis... j'ai mis en option de potentiellement demander de manière facultative sur Stripe
qui êtes-vous? En fait, est-ce que vous êtes une brasserie, une distillerie, un créateur sans alcool, une agence marketing, un restaurateur, un caviste, etc. Et j'ai remarqué, non, justement, j'avais pas mis restaurateur, et j'ai remarqué que l'une des personnes qui a acheté ça était au final un restaurateur. Alors que dans ma tête, il y avait forcément qu'un distillateur ou qu'une marque de bière qui aurait pu acheter ces deux documents. Et en fait, non, je me retrouve avec un restaurateur qui, Hmm. lui, distribue les deux et potentiellement a peut-être envie de monter sa propre marque brandée à l'effigie de son restaurant, etc. Et c'est quelque chose que j'avais totalement omis. Hmm. Jamais je me serais dit que ça pourrait intéresser un restaurateur. Alors, c'est peut-être que j'ai juste oublié alors que c'était limpide et que c'était normal d'y penser. Mais moi, ça m'a échappé. Donc, du Hmm. coup, je me suis dit, bah tiens, si ça intéresse les restaurateurs, peut-être qu'il va falloir que je crée une page spécifique pour les Hmm. restaurateurs, chose que j'ai pas encore faite. Mais tout ça pour dire que les insights, on peut les avoir vraiment de différentes manières et que les réseaux sociaux ne font pas tout, quoi. On n'aura pas forcément une réponse précise sur les réseaux. Et encore une fois, si on demande rien aux gens, ils nous disent rien. Donc, communiquez, posez des questions et soyez un petit peu rentre dedans parce qu'honnêtement, on on n'ira pas chercher les infos à votre place, quoi. On vous les donnerait pas tout cuit. Il faut vraiment poser des questions et s'y intéresser, quoi. Je pense que c'est aussi un bon indicateur, peut-être pour conclure un peu sur cette première partie. Ça peut être un bon indicateur finalement d'usage auquel, comme tu l'as décrit, tu n'as pas pensé. Euh, Moi, je pense souvent Enfin, tu vois, tu penses à une plateforme comme Twitter. euh, euh, Quand un mec s'est mis à utiliser un hashtag, on n'avait pas pensé au hashtag, tu vois, avant. Twitter Mm. n'est pas né avec les hashtags. Les hashtags sont nés sur Twitter, mais voilà, ça n'a pas été imaginé comme tel. Il y a des réseaux où les mecs vont peut-être se dire, je sais pas, je reprends Twitter, parce que je pense que c'est un exemple assez intéressant. Twitter a été conçu pour publier du texte, court, 140 caractères à l'époque, mais les gens ont eu envie de partager des liens. Et du coup, on a vu apparaître des raccourcisseurs de liens pour que ça tienne dans les 140 caractères. On a vu apparaître des hashtags pour essayer de... Et après, Twitter s'est mis à intégrer lui-même son propre raccourcisseur, à faire que le hashtag était cliquable pour afficher tous les gens qui utilisaient ce hashtag. Et finalement, si on revient un peu à la question sur les tendances et tout, en quoi ça peut t'aider, c'est que toutes ces données, toutes ces interactions peuvent te conduire à effectivement envisager des choses que toi-même tu n'avais pas envisagées. Un peu comme mon exemple avant de tu fais Mom Water et tu découvres que en fait ça plaît qu'à des gars. Bah écoute, voilà, il faut cette ouverture d'esprit. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Et puis pareil, en termes de branding, par exemple, je me rappelle quand j'avais publié le 366 Cannes Challenge, je l'avais mis sur Pinterest. Donc j'avais mis chaque canette pendant 366 jours sur Pinterest. Et j'ai vu des stats géniales de certaines canettes dont j'aurais jamais douté du potentiel. Et du coup, des fois, ça te fait dire, ah bah tiens, tel design a peut-être mieux marché de manière digitale, peut-être qu'il impacte plus alors que moi je préfère celui-là. Et prendre en considération certaines choses. Donc, c'est sûr que les analytics, et même sur Pinterest, il ne faut pas omettre forcément ce canal de distribution. Alors, c'est un peu plus féminin que masculin, mais en tous les cas, si vous avez une boisson peut-être qui peut être plus ciblée sur la jante féminine, bah, ça peut être intéressant d'être présent dessus parce qu'on n'y est jamais une marque. J'ai vu rarement des marques de boissons y être. C'est plus les agences de branding et le branding design qui montrent des étiquettes de bouteilles et tout, mais en tant que marque pure, j'en vois pas tellement. Donc voilà, en tout cas, d'autres insights qui ont été intéressants de voir avec les régies pub et analyse de ces réseaux sociaux-là. Ouais, c'est intéressant, c'est que au final, tu peux aussi voir les zoom out en gros et te dire qui est au-delà de mon audience à moi, quelle est l'audience de la plateforme en question. Mm. Toi, tu parles de Pinterest et potentiellement Pinterest, peut-être effectivement, c'est plus féminin ou quoi. Donc forcément, les insights que tu vas en tirer auront peut-être une orientation plus féminine, je sais pas, enfin, je l'exprime peut-être très mal, mais si tu étais sur un réseau, je sais pas,
autre, qui aurait une autre démographie, tu vas avoir d'autres insights. Donc aussi peut-être prendre en compte ça dans l'analyse de tout ça et des même dans ta tendances. publication, quoi. Sur LinkedIn, tu vas proposer des choses peut-être plus corporate, sur Insta plus visuel, sur Pinterest très visuel. Enfin, tu vois, forcément, chaque réseau est fait avec son propre en fait, je pense notamment à ça parce que tu vois, quand on parlait des tendances un peu en fin d'année dernière ou début d'année, il y avait une étude qui était justement basée sur les datas de Pinterest. Ouais. Et qui faisait vachement ressortir le nolo, les sans-alcool et tout. Et pour le coup, je suis convaincu que cette étude, elle a un biais obligé parce que ça vient de Pinterest. Tu vois, et que la même étude faite sur un autre réseau, tu n'aurais pas forcément les mêmes résultats qui tomberaient en premier ou quoi. Donc, peut-être toujours avoir ce recul-là, quoi, sur les tendances et tout. Et pour info, il y a aussi la Facebook Business Suite maintenant où on peut créer pas mal de choses via l'interface de Facebook pour les business, enfin Facebook Business, quoi, pour publier potentiellement sur Insta puisque les deux sont liés. Et le même genre de plateforme qui a été mis en place récemment sur TikTok où on peut voir énormément de choses, notamment les vidéos les plus virales vis-à-vis d'une catégorie, si on est dans la boisson, etc. C'est possible aussi. Donc, j'y suis jamais allé encore. Enfin, je ne traîne pas sur TikTok. Mais en tout cas, je sais que si vous y êtes, vous pouvez peut-être vous intéresser à cette plateforme. Il me semble que c'est TikTok Ads, un genre de truc comme ça. Et ça peut être intéressant pour voir un petit peu ce qui se drive en termes de tendance. Donc, après, c'est un autre type de population, mais qui peut quand même peut-être intéresser votre marque. Donc, parfait. Ouais. Du coup, on en est où? On continue sur les questions ou c'est tout pour cette semaine? C'est tout pour cette semaine. Ok. Ça fait déjà une bonne demi-heure. On a bien discuté. Écoutez, je vous propose c'est qu'on reprenne tout ça la semaine prochaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas si ça vous fait penser à d'autres choses à commenter, évidemment. Ouais. Commentez en work in progress, là, histoire qu'on puisse même intégrer d'autres questions sur la fois d'après, peut-être. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. À plus. Ciao.